Bonjour, messieurs, dames. C'est avec grand regret que je m'adresse de cette façon à vous, parce que j'aurais beaucoup préféré être avec vous à Monaco ce matin. J'espère que tout à l'heure, je pourrai être en ligne, mais le coronavirus m'a joué un mauvais tour. J'ai été très malade pendant les 15 jours passés et je ne me sens pas encore en état de voyager. Ceci dit, je voudrais vous remercier infiniment pour l'invitation pour participer aux travaux de cette journée qui s'annonce importante. Importante parce que le lien entre scientifiques, entre cliniciens, parents et personnes présentant de l'autisme est essentiel pour un bon développement des personnes présentant de l'autisme, mais aussi de notre position sociétale. Alors, mon propos aujourd'hui va être bref, mais le message que je veux vous convier, c'est que beaucoup a changé pour le meilleur et nous sommes dans une phase où nous commençons à accepter l'autisme comme un diagnostic parapluie, où on a beaucoup plus la perspective individuelle qui présente dans chaque individu des forces indéniables et des vulnérabilités avec lesquelles qu'il faut prendre en compte. Alors, quand je vais parler des aspects neurobiologiques cliniques et l'accompagnement et le soin, ce sera surtout sur l'accompagnement que je vais mettre le focus. Madame Barthélémy, qui a ouvert cette journée, est l'une des représentantes avec beaucoup de parents et d'autres professionnels qui ont mené un combat exemplaire. Un combat qui a commencé dans les années 80 contre les courants. D'abord, le courant psychoanalytique qui blâmait les parents, et ensuite contre toutes les théories qui s'opposaient à reconnaître l'autisme comme handicap. Maintenant, dans pratiquement tous les pays d'Europe et de par le monde, et en France, et j'espère aussi à Monaco, l'autisme est reconnu comme un handicap. Ceci dit, avoir un handicap, ce n'est pas une excuse, c'est une explication. C'est une explication pour montrer au monde extérieur que, en dehors des forces, il y a des vulnérabilités avec lesquelles que nous devons prendre en compte. Le grand avantage d'avoir eu cette reconnaissance de l'autisme comme un handicap a été la mise en place de structures d'accueil et de traitement éducatif. Alors, c'est là que commence ma critique. Parce qu'il faut bien se dire qu'actuellement, nous parlons des autismes, du spectre de l'autisme, et nous reconnaissons qu'il y a beaucoup de différences entre les personnes présentant un trouble envahissant du développement, disons l'autisme. Ces différences sont immenses au niveau du développement global, de la sensibilité, du potentiel de se lier à autrui, de comprendre le monde, d'être flexible, etc. Donc, à mon avis, nous devons accepter que l'autisme, c'est un diagnostic parapluie. Pour prendre deux autres exemples, on pourrait dire que l'autisme est un peu comme le diabète.
c'est une catégorie où beaucoup de personnes présentent des similitudes, mais le traitement doit toujours être individualisé, basé sur les caractéristiques de l'individu et non paternalistique. Vous avez du diabète, je vous offre de l'insuline. Non, c'est absurde. Pas tous les patients qui ont du diabète ont besoin d'insuline. Et si vous avez besoin d'insuline, chacun aura besoin d'autres préparats, d'autres préparations, d'autres doses, etc., etc. Donc, si nous prenons un autre exemple, la myopie, c'est très beau de dire, bon, vous êtes myope, on vous donne des lunettes, mais si les verres ne sont pas taillés exactement à vos besoins, les lunettes ne servent à rien. Alors là vient ma critique. Beaucoup d'instances de gouvernement, de services, sont encore dans la position d'offre. Vous avez de l'autisme, on va vous offrir notre programme. Non. Vous avez un trouble envahissant du développement, vous avez de l'autisme, allons voir ce qu'il en est. Déjà dans les années 80 à Toulouse, comme chez nous aux Pays-Bas, on essayait de faire un diagnostic en toile d'araignée. C'est-à-dire que sur toutes les dimensions, sur toutes les aptitudes des personnes avec de l'autisme, on regardait quelles sont leurs forces, quelles sont leurs faiblesses. À partir de là, donc cette analyse, ce diagnostic personnalisé, on va savoir que l'un souffre beaucoup plus d'hypersensibilité, que l'autre a des troubles de communication, que l'autre a des problèmes sévères d'empathie, etc., etc. Ce profil individualisé va nous permettre de faire un profil dans lequel on va mettre les forces, les aptitudes des patients en face de leur vulnérabilité. C'est une expression que j'ai utilisée assez souvent, mais quand les gens me demandaient « qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» je disais « je fabrique des prothèses invisibles pour des personnes avec des troubles invisibles ». Et ce travail de fabrication de prothèses est un travail interactif. Ce n'est pas moi, le professionnel, qui invente la prothèse, c'est moi qui, en tant que professionnel, avec les parents, avec l'individu concerné, va regarder ce dont cette personne a besoin. Et les prothèses, bon, les lunettes sont immuables, mais les prothèses invisibles se muent. C'est-à-dire que, outre des mises en garde ou des structures d'accompagnement, on essaye de développer des caractéristiques qui sont peut-être vulnérables, rendre les personnes moins sensibles au bruit, à l'attouchement, etc., etc. Donc, il y a des thérapies spécialisées qui vont aider les personnes à mieux gérer leur vulnérabilité. Dans l'ensemble, ça a beaucoup changé nos perspectives. Quand je regarde ce que je disais dans les années 80 aux parents et aux patients, c'était très sombre, c'était très pessimiste. Nous avions l'impression que l'autisme tel qu'il se présentait dans la toute petite enfance allait se perpétuer le reste de leur vie. Mais il n'en est rien. Nous voyons que les personnes avec de l'autisme se développent. Ils se développent à leur façon, à leur rythme. Et il faut accepter que ce développement soit très atypique, mais que c'est un développement certain.
c'est un développement qu'il faut chérir parce que nous voyons souvent que même à l'âge adulte, les personnes présentant de l'autisme atteignent des niveaux d'autonomie dans la trentaine, dans la quarantaine, que d'autres auront atteint à l'adolescence. Il y a des choses qui vont être déphasées. Il arrive parfois que le jeune adulte avec de l'autisme, tout d'un coup, soit dans une période très oppositionnelle pour affirmer son individualisation et son autonomie. Difficile pour les parents qui voient ça comme une ingratitude, difficile aussi pour les professionnels qui ne se sentent pas récompensés pour leurs efforts. Alors, le mouvement que je soutiens énormément actuellement, c'est celui des maisons Papageno. La fondation Papageno a été induite par Jaap et Aaltje van Zweden. Jaap est un chef d'orchestre mondialement reconnu. Il est actuellement chef d'orchestre de la New York Philharmonie. Et ils ont un fils, Benjamin, qui a été diagnosticé avec de l'autisme à l'âge de 7-8 ans, qui a un retard mental assez prononcé et beaucoup d'épilepsie. Mais eux, ils ont choisi la musique, ils ont choisi le développement, ils ont choisi le fait de faire des maisons qui ne soient pas des maisons où les personnes avec de l'autisme résident pour le reste de leur vie, mais ce soit des maisons de transition. Et la philosophie des maisons Papageno, c'est que nous ouvrons la maison au monde extérieur. Nous organisons des concerts, nous avons un restaurant, nous avons des services pour la communauté. Donc la communauté vient à l'intérieur de la maison et les personnes qui y habitent temporairement sont initiées, sont aptes à apprendre des métiers, à apprendre des compétences qui vont leur servir pour se rendre plus autonomes par la suite. Et là, l'une des choses les plus importantes que nous voyons, c'est qu'il faut respecter le rythme de chacun. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chablon, il n'y a pas de plan préconçu, il faut suivre et stimuler. Donc, à partir de là, un nouveau combat. Et c'est le combat pour la participation sociétale. Un combat dans lequel nous parlons aux entreprises pour leur faire accepter nos clients, patients, parler à la sécurité sociale. Par exemple, nous avons un système où il y a une pension d'invalidité. Donc, si vous êtes reconnu avec un handicap, vous avez une pension d'invalidité. Mais l'art, pour nous, c'est d'amener les personnes avec de l'autisme chez un employeur. Quand tout marche bien, c'est l'employeur qui paye. Si il y a une décompensation, c'est l'État qui reprend. Et ces vaisseaux communicants aident les personnes avec de l'autisme à être au niveau du travail le plus indépendant possible. Parce qu'il y a toujours ce filet de sauvetage au cas où ça ne marche pas. Donc, moins de risques pour l'employeur, moins de risques pour l'employé. Habiter indépendamment, habiter en petits groupes, habiter en plus grands groupes, c'est une question de choix. Et actuellement, nous voyons des projets très différents qui s'établissent en accord avec les parents. Mais parents, professionnels, il y a là beaucoup de paternalisme. Et je crois qu'il est temps maintenant que nous nous mettions vraiment à l'écoute des personnes avec de l'autisme qui savent mieux que nous ce dont elles ont besoin. Merci beaucoup et j'espère
à tout à l'heure de vive voix. Ruger, bonjour, c'est Muriel. Alors juste déjà, je voulais vous remercier d'avoir participé à cet événement pour nous. Et bon, je suis vraiment navrée qu'on ne vous ait pas en présentiel, mais heureusement la technique a fait des progrès, peut-être grâce à la Covid. Et vraiment, je suis vraiment très très honorée que vous puissiez y participer. Moi, je peux peut-être poser une petite question. Il y a une chose qui était tout était intéressant, mais bon, on va pas. Il y a un point qui m'a beaucoup intéressée, c'était la question de la pension d'invalidité qui, elle, était pondérée à la hausse ou à la baisse en fonction, effectivement, de l'apport, on va dire, entre guillemets, que la personne avec autisme pouvait apporter au sein d'une entreprise. Alors, je me demandais si le processus qui permettait cette évaluation n'était pas trop lourd, ou comment, enfin très brièvement, comment il était organisé dans le cadre de ces établissements et par l'administration qui gère ça. Voilà, je voulais savoir un petit peu quel était le mécanisme, brièvement, parce que je trouvais ça particulièrement intéressant, et je pense aussi que ça peut être nous on ne le connaît pas sous cet angle-là, on a des aides, mais je pense que ça peut être un plus peut-être pour développer ce type d'emploi, que ce soit pour les personnes avec autisme ou autres formes de handicap. Merci. Je pense que cette question de l'emploi et de la participation sociétale, c'est un travail de Sisyphus. Chaque fois qu'on espère qu'on a atteint quelque chose, la pierre redescend et il faut recommencer. C'est-à-dire que nous menons un combat individualisé, mais aussi au niveau politique, pour la reconnaissance que les entreprises acceptent d'employer des personnes avec un handicap. Et ce que je vous proposais tout à l'heure, c'est que la solution que nous avons, c'est de réduire le risque pour l'employeur et le risque pour l'employé en garantissant que la pension d'invalidité soit toujours comme un filet de sauvetage et que l'employeur n'ait pas de coût au moment où l'employé, d'une façon ou d'une autre, n'arrive pas à assumer ses fonctions. Mais ça, je dois dire qu'au niveau politique global, c'est très accepté. Le problème que nous avons, c'est que les administrations, aussi bien des entreprises que les administrations de la sécurité sociale sont beaucoup plus rigides. Donc chaque fois, il faut recommencer ce combat, prendre une position d'avocat pour convaincre les employeurs et les services sociaux que c'est possible. Et donc, nous espérons, nous voulons beaucoup donner un message d'espoir, et chaque fois que ça marche, nous publions un article pour montrer que tel employeur a accepté sous certaines conditions, parce que souvent, il faut adapter les conditions de travail à la personne avec de l'autisme, et nous racontons cette histoire, et l'accumulation de ces histoires commence à faire basculer le climat en général.